Pasteur Mawarire, un opposant Bible en main pour Robert Mugabe. Robert Mugabe, faut-il le rappeler, il est le président du Zimbabwe depuis plusieurs années. Cyberattaque à tous azimuts, la nouvelle arme géopolitique des États. Voilà les deux sujets en débat dans les clés du monde. On ne compte plus ses séjours en prison, les bastonnades dont il est victime et encore moins les manifestations anti-Mugabe auxquelles il a participé. L'opposition zimbabwéenne a un nouveau visage. Son nom, Evan Mawarire. James William Gbagidi, vous êtes journaliste, rédacteur en chef de DEN Télévision, spécial des questions internationales. Bonjour. Bonjour à vous, tranquille Akad Benoté, et bonjour à tous les amis téléspectateurs et auditeurs. Et qui est donc cet homme de Dieu qui se mêle de politique? Alors, Evan Mawarire dit ne pas se mêler de politique, justement, c'est comme ça qu'il se définit, il se dit apolitique. Mais justement, le problème, c'est que Evan Mawarire se mêle beaucoup de politique. C'est d'abord un pasteur, un jeune pasteur, qui a décidé, au regard de la situation, selon lui, que vit la population zimbabwéenne, de se mêler de la chose, de parler des problèmes des populations et d'interpeller les autorités pour qu'elles s'intéressent beaucoup plus à ces différents problèmes. Et ces problèmes sont des problèmes d'ordre social, mais également des problèmes d'ordre politique. Evan Mawarire a commencé d'abord par un mouvement qui porte en avant le drapeau zimbabwéen. C'est quand on le voit généralement sur les images, il a toujours une écharpe dans le cou qui porte les couleurs du drapeau national. Et il a lancé un mouvement qu'il appelle donc Regardez ce drapeau. Donc c'est une façon de mettre le patriotisme en avant. Mais la situation de la population zimbabwéenne est une situation qui est constitutive d'une misère affreuse depuis plusieurs années. Le Zimbabwe vit une situation de crise économique, de crise financière. On sait très bien que le dollar zimbabwéen a complètement perdu sa valeur. On a même fabriqué des billets d'1 milliard de dollars zimbabwéens, donc ce qui montre à quel point l'inflation a gagné le pays. La situation économique est totalement délétère. On a dû autoriser l'utilisation plutôt que le dollar zimbabwéen, mais du dollar américain. Et puis, c'était quand Morgan Tsvangirai était Premier ministre, quand il a gagné les élections législatives et que le président Mugabe a été obligé de partager le pouvoir avec lui. Le dollar zimbabwéen américain a été accepté dans les transactions économiques dans le pays. Après, quand Robert Mugabe a de nouveau pris possession du Parlement, le dollar américain n'est plus la seule monnaie. Il y a beaucoup de monnaies internationales qui sont utilisées au Zimbabwe aujourd'hui. Et parmi ces monnaies-là, le yuan chinois notamment. Et voilà, donc vous répondiez donc à cette question qui est l'homme de ce temps politique Bible en main qui affronte Robert Mugabe. Quels sont ses griefs contre Robert Mugabe, dites-nous? Alors oui, le pasteur Mawarire perçoit Robert Mugabe, et pas forcément Robert Mugabe, mais le régime Mugabe comme étant un régime qui ne permet pas aux populations de vivre normalement, de pouvoir bénéficier des avantages, ou du moins de petits avantages sociaux auxquels ils ont droit en tant que citoyens. Notamment, l'école pose problème. D'abord, tout est parti d'une contestation de la scolarité, des coûts de la scolarité. L'école est trop chère, selon lui, pour les Zimbabwéens. Evan Mawarire a donc lancé ce mouvement pour permettre d'attirer l'attention sur le coût de l'école, le coût de la vie en général s'en est mêlé. Et puis, il y a eu cette place-là qui s'est ouverte devant Evan Mawarire dans la mesure où le président Mugabe n'avait plus de véritable opposant important sur l'échiquier national, puisque Morgan Tsvangirai, qui était le principal opposant il y a quelques années encore, est atteint d'un cancer, il est affaibli par la maladie et il s'est retiré contre son gré, bien sûr, de la vie politique. Cela a donné de la place à Evan Mawarire, qui, même si jamais dans ces meetings il ne prononce le nom de Robert Mugabe, jamais il n'a évoqué le parti, la ZANU-PF, il fait partie, il est celui qui cristallise aujourd'hui l'attention de toute la classe politique de l'opposition et qui apparaît comme celui qui porte cette opposition aujourd'hui, qui est en mesure d'amener cette opposition à vaincre ou au moins à repousser
les limites que Robert Mugabe a imposées, ces limites qui sont celles d'un pouvoir totalitaire qui n'accepte pas de partager, qui n'accepte pas ou qui ne parvient même plus à partager les ressources du pays avec les citoyens. Et que peut faire changer cet opposant Bible en main, comme vous aimez bien le présenter, avec ses méthodes au sein de la gouvernance Mugabe? La principale méthode de Mawarire, c'est la méthode non violente. Mawarire se propose de faire changer la gouvernance au Zimbabwe en amenant le régime à accepter de changer les choses, notamment à augmenter les salaires des fonctionnaires, à mieux traiter les personnes, et notamment les libertés publiques et les droits individuels. Tout cela avec la méthode de la non-violence. L'objectif de Mawarire, c'est d'amener la population véritablement à adhérer à ce pouvoir, à cette option, pardon, et à pousser lors des élections législatives à venir ou de la présidentielle, puisque il semblerait, en tout cas avec son âge, Robert Mugabe, 88 ans, n'a peut-être plus, pardon, 92 ans, n'a peut-être plus les moyens physiques de battre une grande campagne électorale ou de diriger le pays prochainement. Mais pour le moment, est-ce que l'on peut dire que le pasteur Mawarire a les moyens véritablement de faire changer les choses? Il est un peu caricaturé, il est un peu jeté en pâture par le régime en place qui, comme vous l'avez dit, ne manque pas de le faire arrêter aussi souvent que cela est possible. Il vient donc juste de sortir de prison. On l'a entendu dans la revue de presse. Voilà, il vient juste de sortir de prison. C'est juste pour avoir manifesté contre le régime. Et il a dû encore payer une caution pour pouvoir bénéficier de cette liberté conditionnelle. Il est régulièrement également passé à tabac par les forces de sécurité. Et donc, avec tout cela, il quand même apparaît comme celui qui peut porter cette volonté de la population. Seulement, Mawarire ne sera probablement pas candidat à une élection présidentielle ou même à des élections législatives. Jusqu'à présent, Mawarire dit qu'il est apolitique, qu'il n'est pas candidat à quoi que ce soit. Et cela peut-être conforte un peu le président Mugabe quand il lance cette attaque contre Mawarire en se disant de toute façon c'est un opposant qui a de la cote certainement, mais qui n'a pas encore décidé de se mêler de politique. Ça le rassure quelque peu. Donc il agit un peu en tant qu'acteur de la société civile. En tout cas, loin de cette actualité, on va s'intéresser à une autre dans le monde. Cyberattaque tous azimuts, la nouvelle arme géopolitique des États. En tout cas, après le virus Wanikri qui a paralysé des millions d'ordinateurs dans le monde il y a quelques semaines. Une nouvelle attaque du même type vient d'être enregistrée. James William Gbagidi, pourquoi cette attaque-ci retient-elle les attentions? Alors, la dernière attaque en date retient l'attention de géopolitologues ou bien de l'analyste géopolitique que je suis parce qu'on est semble-t-il, dans le développement d'un logiciel par les États ou par des sociétés qui fabriquent ce genre de logiciel pour mener des attaques cybernétiques. Et parce que justement, ce logiciel a été fabriqué pour, semble-t-il, pousser les personnes attaquées à donner de l'argent, à payer une rançon. Mais le problème que l'on a remarqué, c'est que ce logiciel bloque l'ordinateur à un tel point que l'email, l'adresse mail qui vous est envoyée pour payer la rançon, vous n'avez même pas la possibilité d'utiliser l'ordinateur pour payer la rançon en question. Donc, pour le point que j'ai entendu encore hier nuit seulement 6 200 $. De rançon ont pu être payés parce que des gens ont dû utiliser d'autres ordinateurs pour pouvoir payer la rançon. Et puis, quand le message ces gens-là ont commencé à payer la rançon, ils se sont rendus compte que les données qui leur sont envoyées ne leur permettent pas de décrypter leurs ordinateurs. Donc, il n'y a pas eu de retour sur cet investissement forcé, ce qui les a amenés, ce qui a amené la plupart des gens à arrêter de payer la rançon. Donc, pour un gain de 6 200 $ à peine, est-ce que l'on aurait pu fabriquer un malware, c'est-à-dire un virus d'une telle puissance? Mais est-ce que ce n'est pas... C'est insuffisant. Absolument, c'est totalement insuffisant, c'est rien du tout. Est-ce que c'est pour ce peu d'argent, alors même que dès que l'adresse a été donnée pour
le paiement de la rançon, les sites de cybersécurité se sont attaqués à cette adresse-là et également ont bloqué l'adresse en question. Donc, ceux qui ont initié, d'abord, ils ont essayé de découvrir qui était derrière, ça n'a pas encore été fait clairement, mais ceux qui ont initié cette attaque n'ont pas véritablement pu bénéficier de cette attaque cybernétique. Donc, il y a lieu de se poser la question de savoir si ce n'est pas un État qui est derrière, ou bien des États ou des sociétés de fabrication de ce type de virus qui sont derrière, qui ont l'intention, par ce moyen, de vérifier si leur virus, si leur moyen d'attaque ont la capacité de se répandre à travers le monde. La première attaque, il y a 3 à 4 semaines, a envahi, quand elle est venue, celle de WannaCry, a touché plus de 170 pays dans le monde. Et des dizaines de millions d'ordinateurs. Cette fois-ci, c'est 65 pays qui ont été touchés. Et cela montre que, avec des petites failles que l'on détecte dans le logiciel Windows notamment, on peut lancer des attaques systématiques. Et si je ne m'abuse, il semblerait que ce soit les Américains, la NSA qui avait mis en évidence l'existence de ces failles de sécurité dans le système Windows. Et des pirates, des hackers ont piraté le site de la NSA et ont découvert cette information, s'en sont servis à leur tour pour pouvoir lancer cette attaque-là contre les ordinateurs qui avaient cette faille de sécurité. C'est les ordinateurs qui n'avaient pas été mis à jour récemment. Cela a touché pratiquement tout le monde. Et je vous signale en tout cas pour ma part que mon ordinateur est mis à jour systématiquement tous les jours et tous les matins à 8 heures dès que j'arrive et que j'obtiens une connexion Internet. Votre ordinateur ne constitue peut-être pas la cible. Donc, non, bon, c'est une façon. Parce que nous avons aussi des anarcheurs, qu'on appelle communément des gaimons. Non, nos gaimons sont très loin, mais très très loin de l'intelligence de ceux qui lancent les attaques cybernétiques. Nos gaimons sont des escrocs, c'est des gens qui vous mentent pour vous promettre de vous vendre ce dont ils ne disposent pas. Vous tombez dans leur piège, vous envoyez de l'argent, ils coupent tout contact avec vous, leur affaire avec vous est terminée. Quant aux autres, ceux qui fomentent des attaques cybernétiques, ils n'ont pas besoin de demander votre avis, de communiquer avec vous. Ils attaquent directement le système de votre ordinateur. Quand vous êtes connecté sur Internet, il y a peut-être un email piégé qui est arrivé, quelque chose de ce genre qui est arrivé, vous récupérez, vous ouvrez cet email, un message peut-être même d'un ami, ou le nom d'un ami apparaît sur l'email, mais en réalité ce n'est pas vraiment un ami. Ou bien on vous dit, il y a une mise à jour de sécurité qui est arrivée pour Windows, vous pensez que c'est une véritable mise à jour, mais en réalité, vous cliquez là-dessus. Parce que en réalité, tant que vous n'avez pas cliqué sur une information, quand vous n'avez pas lancé une opération, aucun virus ne peut attaquer votre ordinateur. Mais on lance systématiquement et pratiquement tout le temps des opérations. Parfois, nous avons même mis notre ordinateur en système automatique pour que quand des programmes arrivent de ce genre-là, que ces programmes soient automatiquement exécutés. Et des programmes, des virus arrivent de cette manière. En tout cas, je ne saurais l'expliquer mieux que Modeste Houndé-Kondi. Il viendra conseiller qui nous a dit déjà sur ce plateau de ne jamais valider des informations dont on ne connaît pas l'origine. Voilà, donc il le dira peut-être encore demain puisque cette nouvelle attaque est survenue. Tout ce que moi je peux dire par rapport à ça, c'est que ces attaques-là sont très sophistiquées et les petits hackers, les petits gaïmans de Cotonou, d'Abidjan ou de Lagos sont loin de pouvoir lancer de ce type d'attaque. Ces attaques viennent de pays industrialisés, de pays importants, la Chine, Est-ce qu'on connaît les auteurs? Est-ce qu'il y a des moyens pour identifier les auteurs? Pour celles-ci, les auteurs ne sont pas connus, les auteurs ne sont pas identifiés. D'ailleurs, ceux qui mènent ce genre d'attaque se cachent derrière des adresses IP qu'ils modifient. Donc, quand vous découvrez l'adresse IP, en réalité, vous n'avez pas encore trouvé où est la source. Et je pense aussi que s'il s'agit véritablement d'États, comme je me l'imagine, ou que d'autres experts se le sont imaginés, s'il s'agit d'États qui ont manifestement utilisé ces moyens pour vérifier, pour tester leur capacité de nuisance au plan international, ces États prennent naturellement, et ces armées prennent naturellement les précautions nécessaires, les précautions techniques nécessaires pour ne pas être découverts au moment où l'attaque est stoppée. Assisterons-nous bientôt à une guerre numérique entre les États? Bon, je pense même que cette guerre numérique a commencé. Maintenant, est-ce qu'elle va prendre une ampleur mondiale? Cette guerre numérique se traduit par parfois du vandalisme que l'on peut commettre à l'encontre d'un site, d'une société internationale, bien d'une armée. Je me souviens, il y a quelques années, le site même
de la CIA avait été piraté par des Américains. Il a été arrêté, lui, on a récupéré, il a été arrêté et il est devenu agent de la CIA. En tout cas, on lui a donné le choix entre 12 ans de prison et travailler pour la CIA. Je me souviens, il s'appelle Davis quelque chose, il est devenu agent de la CIA. Et puis il y a d'autres pratiques. Lui, il avait vandalisé le site de la CIA. On se souvient il y a quelques années également, TV5 avait été pris d'assaut par des cyberterroristes qui ont totalement verrouillé le site de TV5 et diffusé des messages. Donc, en ce moment-là, c'est de la désinformation qui est utilisée comme arme par les cyberterroristes. Ils prennent possession de votre site, ils utilisent vos moyens pour diffuser une information et ils ont fait passer des messages à la gloire de Daesh, de l'État islamique. Et puis, il y a aussi la politique de l'espionnage industriel. Une grande entreprise comme on a entendu Saint-Gobain par exemple, qui est aujourd'hui touchée par l'attaque en France, ça aurait pu être également une attaque qui permet à ces pirates d'aller chercher les dernières découvertes technologiques, peut-être de Peugeot, de Toyota, etc., pour pouvoir récupérer ces informations et les utiliser pour leur propre entreprise. En tout cas, la cyberguerre qui a commencé est loin d'être terminée. Merci à vous, James William Gbagidi. C'était donc les clés du monde. On abordait avec vous deux sujets. Cyberattaque à tous azimuts, la nouvelle arme géopolitique des États. Vous avez répondu à cette interrogation. Pasteur Mawarire, un opposant Bible en main pour Robert Mugabe. On a eu une idée de son profil et de son combat. C'était donc les clés du monde sur des télévisions et Diaspora FM.